Chers amis, bonjour et merci d'être fidèles à ce rendez-vous, toujours aussi nombreux. C'est un grand plaisir et merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, donc, nous voyons l'Égypte. Nous allons nous pencher sur le cas de l'Égypte et pour une fois, nous allons commencer avec un titre optimiste, l'Égypte ou l'islamisme vaincu. Vous savez que généralement, nous constatons avec tristesse la progression de l'islamisme en général, de l'islam d'ailleurs aussi, appelons un chat, et de dire que l'islamisme est vaincu, c'est peut-être un tout petit peu trop optimiste, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de faire ce titre un peu tonitruant, mais tout de même, il y a des éléments pour confirmer ce titre. L'Égypte ou l'islamisme vaincu. Je commence par une carte, une photo satellite qui vous indique comment est conçu en quelque sorte, comment Dieu, dans la création, a conçu l'Égypte. L'Égypte est conçue autour du Nil. Ce qui compte en Égypte, c'est le Nil, c'est ce que l'on voit d'ailleurs. On a l'impression qu'il n'y a que du sable, d'ailleurs ce n'est pas tout à fait faux. Et au milieu, il y a le Nil. L'Égypte, comme vous le savez, c'est une des plus anciennes civilisations de l'histoire. Pendant au moins 3000 avant Jésus-Christ, il se passait déjà des tas de choses, comme celles que vous voyez sous vos yeux. À Luxor, où nous avons des temples, des colonnades incroyables, un peu rustiques parfois. Le mollet du dieu égyptien n'est pas aussi galbé, aussi fin, aussi précis que les mollets des dieux romains ou grecs que l'on peut voir après dans d'autres lieux plus raffiné, mais tout de même, ça remonte à très loin. Et cette civilisation est étonnante. Je ne peux que vous recommander d'ailleurs pour entrer dans cette civilisation sur un plan littéraire, distriant le livre de Mika Waltari, Sinoé l'Égyptien, que j'ai récemment mis sur mon blog de littérature. J'ai profité d'un voyage en Égypte pour le mettre, parce que c'est là, au bord du Nil, que l'on peut lire agréablement Sinoé l'Égyptien. Et on rentre dans cette civilisation, alors qu'en moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, comme vous le savez, chez nous, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait quelques vagues druides qui se livraient à des cérémonies étranges ponctuées de sacrifices humains. Ils étaient beaucoup plus avancés que nous. Alors, tout commence par les cartes en géopolitique, vous le savez, et je vais vous montrer deux cartes successivement. La première, celle que l'on voit le plus souvent, la Méditerranée, l'Égypte, que vous voyez à droite de la Libye, donc à l'est de la Libye. Ce pays, donc une ouverture sur la Méditerranée qui est tout à fait essentielle et qui pourrait penser qu'elle a des liens très étroits avec le monde méditerranéen, avec l'Europe. Ça n'est pas tout à fait faux, mais en réalité, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça son horizon principal. Son horizon principal, c'est celui-là, c'est cette carte. Bien que l'Égypte soit située géographiquement sur le continent africain, en réalité, c'est un pays totalement tourné vers le Proche-Orient. D'ailleurs, toute son histoire, on le verra, dépend du Proche-Orient. Elle a été en guerre contre Israël, alliée avec la Syrie. Elle est aujourd'hui étroitement liée avec l'Arabie saoudite. On lui demande son avis sur les événements qui se passent en Syrie, au Liban, en Irak, en Iran. Alors bien sûr, le Soudan que vous voyez là juste au sud de l'Égypte a joué un grand rôle dans son histoire. Et l'Égypte surveille toujours de très près le Soudan. Et puis un peu plus à l'ouest tout à l'heure, on a vu qu'il y avait la Libye qui était un pays frontalier. Et évidemment, tout ce qui s'est passé en Libye ces dernières années a une grande influence sur l'Égypte, qui a suivi avec beaucoup d'inquiétude la folle opération occidentale de 2011 qui a consisté à tuer le colonel Kadhafi, à détruire le régime libyen sans aucune solution de remplacement, ce qui nous a valu, à nous, Européens, des millions de migrants qui ont traversé ce pays devenu totalement anarchique et qui, encore aujourd'hui, vit dans une certaine anarchie avec des troupes étrangères, russes, turques, des Syriens pro-Bachar qui se battent avec les mercenaires russes de Wagner et en face des Syriens islamistes payés par la Turquie. Une histoire de fou avec quasiment 2 gouvernements. Eh bien, cette folie a eu beaucoup d'influence sur l'Égypte. Il n'empêche, l'Égypte est tournée vers le Proche-Orient. Je vous ai dit en commençant que tout commençait par le Nil. Et en effet, seul le Nil compte en Égypte. Quand vous regardez de près cette
géographie physique, vous n'avez que le mot désert qui apparaît, à la rigueur le mot plateau, mais vous voyez à l'ouest, vous commencez par le plateau de Libye, puis le désert occidental, puis le désert de Libye, et ensuite de l'autre côté, le long de la mer Rouge, le désert arabique. C'est une succession de déserts. Et si vous allez encore plus à l'est, au nord-est même, vous avez le Sinaï, qui est lui aussi, au fond, un immense désert. Et donc, sans le Nil, en réalité, l'Égypte n'existerait pas. Tout ce qui compte en Égypte a été fait le long du Nil. C'est vrai aussi bien avec cette histoire étonnante des pharaons que l'on peut visiter encore facilement. Il y a beaucoup de monuments qui ont été conservés, donc ça c'est très intéressant, mais tout est le long du Nil en réalité. Et même les vieux monastères chrétiens où l'on dit il faut marcher dans le désert pour les voir, oui, il faut marcher un quart d'heure dans le désert, pas plus. Et au fond, vous voyez toujours le Nil qui n'est jamais loin, parce que sans le Nil, rien n'est possible. Le Nil a été non seulement le fleuve qui a permis les cultures, qui a permis la civilisation, mais ça a été aussi, en quelque sorte, l'empreinte politique et géopolitique de l'Égypte. Alors l'Égypte ne fut pas toujours musulmane, vous savez qu'elle est devenue musulmane, on va le voir, mais elle a été évangélisée par Saint Marc, qui n'est pas n'importe lequel, puisque comme vous le savez, c'est un des 4 rédacteurs de l'Évangile, et c'est lui qui a évangélisé l'Égypte, qui fut une grande terre chrétienne. C'est très intéressant quand on lit des ouvrages sur les premiers siècles de l'Église, c'était la grande terre des ermites, des moines qui vivaient seuls dans des grottes. Et il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. C'est incroyable. On n'a plus idée aujourd'hui de ce qu'était l'Égypte au 2e, 3e, 4e siècle. Et il y a une très jolie phrase d'Anatole France, qui pourtant était un païen avéré, dans son livre Thaïs. Eh bien, la première phrase, c'est au commencement, le désert était peuplé d'anachorètes. Le désert était peuplé d'anachorètes. Littérairement, c'est une très belle phrase, un désert peuplé, c'est quand même un oxymore délicieux, et d'anachorètes, d'homme seul, au fond. L'anachorète étant l'ermite, en quelque sorte, le moine solitaire. Eh bien, je ne vous conseille pas complètement la lecture du roman, qui a des moments passionnants et d'autres beaucoup moins. Ça peut être très ennuyeux aussi. Quoi qu'il en soit, le désert était peuplé d'anachorètes grâce à Saint Marc qui a évangélisé. Et vous connaissez sans doute l'épisode de ces marchands vénitiens volant les reliques de Saint Marc pour les ramener, les rapporter à Venise. Et aujourd'hui, ils sont dans la basilique Saint-Marc, sur la place Saint-Marc à Venise. Les Égyptiens n'ont jamais digéré ce vol. En tout cas, Saint-Marc fut bien le grand évangélisateur de l'Égypte, qui a continué sa vie chrétienne avec Saint Athanase. Saint Athanase, pardon, c'est pas le 5e siècle, c'est le 4e. Saint Cyril d'Alexandrie, lui, c'est bien le 5e siècle. Et donc, Saint Athanase, vous le connaissez, c'est le grand apôtre de la lutte contre l'hérésie arienne. En Gaule, nous avions Saint-Hilaire qui s'est beaucoup battu contre l'hérésie arienne, et ces premières hérésies des premiers siècles qui bouillonnaient autour de la nature du Christ, nature humaine, nature divine, double nature. Tous ces grands hommes s'interrogeaient, ces grands intellectuels pour beaucoup, s'interrogeaient sur la nature du Christ. Ça devait être un travail considérable et angoissant. Et les conciles, au fur et à mesure, et notamment le concile de Chalcédoine, qui engendrera hélas beaucoup de schismes ensuite, tranchera pour la nature unique du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc cette hérésie arienne qui niait une des natures du Christ, et qui sera suivie de beaucoup d'autres hérésies, notamment l'hérésie monophysite, qui elle niera la nature humaine du Christ, eh bien saint Athanase s'est beaucoup battu contre ça. Et pendant longtemps, l'Égypte est restée ainsi dans le giron de l'Église catholique. Elle le quittera ensuite, comme les Arméniens, comme nous l'avons vu l'année dernière, à la suite du concile de Chalcédoine, parce qu'ils ne reconnaîtront pas les décisions du concile de Chalcédoine. Et aujourd'hui, pour les catholiques, la grande église chrétienne égyptienne copte, eh bien, est considérée comme schismatique parce qu'elle ne reconnaît pas les décisions du concile de Chalcédoine. On dit donc que ce sont des anti-chalcédoniens.
Il n'empêche, saint Athanase, c'était avant le concile de Chalcédoine, fut un très grand défenseur de la foi, de la chrétienté, et à l'époque, l'Égypte était un grand pays chrétien. Et puis l'islam est arrivé. Le grand malheur du monde chrétien dans toute cette région, c'est l'islam et son cortège de conquêtes, de massacres. Donc vous connaissez l'histoire de ces cavaliers arabes, nous l'avons vu plusieurs fois dans nos conférences sur tous les pays du Proche-Orient, mais vous savez qu'ils ne se sont pas arrêtés au Proche-Orient et qu'ensuite ils ont été conquérir ce qu'on appelle maintenant l'Afrique du Nord, en commençant bien sûr par l'Égypte. J'en ai profité pour mettre la couverture d'un livre, La conquête musulmane de l'Égypte, un livre de Louis Chagnon, extrêmement intéressant et dont je peux sans crainte, vous recommander la lecture. Et donc cette conquête s'est faite, comme toutes les conquêtes arabes de l'époque, avec un nombre de cavaliers finalement limité, même si c'était des guerriers extrêmement courageux et très, très décidés, très motivés. Ils venaient porter la nouvelle d'une nouvelle religion, en quelque sorte. Et donc, ces cavaliers n'étaient au fond quand même pas si nombreux. Et une armée chrétienne décidée aurait pu les repousser. Mais hélas, c'était l'époque de l'Empire byzantin, et l'Empire byzantin a été fort maladroit dans beaucoup de circonstances. Et là, on est au 7e siècle, c'est-à-dire après le concile de Chalcédoine, dont l'importance doit être soulignée. J'insiste sur le sujet, parce que l'Église byzantine, qui à ce moment-là n'était pas schismatique, était tout à fait chalcédonienne, a lourdement persécuté ces chrétiens égyptiens qui étaient pour la plupart des anti-chalcédoniens. Et donc, ils ont été persécutés par l'Église byzantine assez fortement. Et à ça s'ajoutait, il n'y a pas eu de grands massacres, mais tout de même, il y avait des gens qui étaient arrêtés, des gens qui n'avaient plus le droit de prêcher, et même certains qui ont été tués au cours d'émeutes entre l'Empire byzantin et les chrétiens égyptiens. Tout ça est absolument navrant, a coûté très cher. En plus de ça, on va rajouter à cela le fait que la pression fiscale de l'Empire byzantin était très lourde. Et donc, ces braves chrétiens du Proche-Orient et d'Afrique du Nord et d'Égypte ne se sont pas rendus compte du grand malheur qui allait les attendre lorsqu'ils ont quasiment ouvert les bras à ces cavaliers arabes, disant ils vont nous libérer, ils vont nous libérer de la dictature byzantine. Eh bien, oui, dans un premier temps, c'est vrai, mais cette dictature était bien douce à côté de ce qui allait arriver à ces pauvres chrétiens. Alors, on saute les siècles parce que on pourrait y passer l'après-midi. Donc là, vous trouveriez que ce n'est plus de la géopolitique, mais de l'histoire, même si les deux sont étroitement liés, comme vous le savez. Alors, tout le monde connaît l'expédition d'Égypte, Napoléon qui rêve, c'est un montage, hein, cette image, on n'est pas du tout sûr qu'elle ait existé, elle n'a même probablement pas existé, Napoléon tout seul, qui rêve devant le Sphinx, et puis autrement, sur le champ de bataille à gauche, qui congratule Kléber qui sera en quelque sorte le gouverneur d'Égypte quand Napoléon quittera l'Égypte. On oublie souvent de rappeler pourquoi Napoléon est allé en Égypte. Bien sûr, il a emmené Champollion, et toute une série d'ailleurs de savants. Ça a été une très grande expédition scientifique qui permettra de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais au-delà de cet exploit scientifique qui est réel, ça a été une avancée absolument considérable, eh bien, de cette expédition, même si sur le plan scientifique ça a été considérable, le fond de l'affaire était géopolitique, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'aller contrer les Anglais. Nous sommes en pleine période révolutionnaire, Napoléon a repris Toulon, a chassé les Anglais, et les Anglais sont là partout à essayer d'empêcher les Français de s'étendre, voire même à anéantir cette révolution et cette nouvelle république qu'ils exècrent. Et donc, la lutte entre les Français et les Anglais, qui au fond étaient la même sous la monarchie, les déséquilibres géopolitiques et les conflits géopolitiques demeurent, eh bien, cette Angleterre qui inquiétait beaucoup le Directoire fait que Napoléon Bonaparte, à l'époque, a été envoyé pour contrer les Anglais. L'expédition sera un échec. Benoît Méchain a écrit un très beau livre là-dessus, Bonaparte ou le rêve inassouvi, et donc nous avons toute la geste de Bonaparte aussi bien en Égypte, et puis après lorsqu'il va remonter en Palestine chez les pestiférés de Jaffa avec la victoire du Mont Tabor, avec Kléber toujours. Et donc cette grande épopée a été superbe, mais au bout du compte, on oublie de le rappeler, mais c'est un échec total.
C'est un échec total. Et Bonaparte rentre finalement en France. Il laisse Kléber et quelques milliers d'hommes tenir l'Égypte. Kléber sera ensuite assassiné et il ne restera de cette expédition aucun avantage, ni politique ni géopolitique, ce qui n'est pas du tout le cas, comme je vous l'ai dit, sur le plan scientifique, bien au contraire. Il va arriver autre chose de cette expédition de Bonaparte, c'est-à-dire que Bonaparte et les armées françaises, les armées révolutionnaires de l'époque, se sont battus contre ceux qui tenaient militairement l'Égypte à l'époque, qu'on appelait les Mamelouks. On va en reparler des Mamelouks. C'est une ethnie en quelque sorte caucasienne. On l'ignore souvent ça. On se dit mais les Mamelouks en Égypte, alors c'était des Égyptiens, mais pas du tout, pas du tout. C'était des Circassiens, c'était des gens qui venaient soit du Caucase, soit d'Asie centrale. Aujourd'hui, on appellerait ça des Ouzbeks, des Kazakhs, des Tadjiks. Et ces pauvres gens, au départ, étaient des esclaves. Ils avaient été radiés en quelque sorte par l'Empire ottoman qui se permettait tout, qui en matière d'ignominie dans l'histoire a fait très très fort, on peut le dire. Eh bien, des milliers et des milliers, des dizaines et des centaines de milliers d'esclaves venant de ces régions-là ont été vendus sur les marchés d'Égypte. Et ces gens-là étaient des bons guerriers, d'ailleurs encore maintenant. On sait que ces gens d'Asie centrale, du Caucase, tout ça autour de la mer Caspienne, eh bien tous ces gens-là étaient des guerriers redoutables. Et puis petit à petit, ils vont prendre une importance démesurée en Égypte et ils vont même être au pouvoir. Ils vont même être au pouvoir plusieurs siècles en Égypte avant que l'Empire ottoman, à partir du XVIe siècle, ne mette la main sur l'Égypte. Et du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, quasiment, eh bien, pas quasiment, jusqu'au XIXe siècle, l'Égypte fait partie de l'Empire ottoman. Et le premier qui va secouer le joug de l'Empire ottoman, c'est lui, Mehmet Ali. Mehmet Ali qui va non seulement moderniser l'Égypte, mais surtout commencer à prendre son indépendance. Ce n'est pas encore une vraie indépendance égyptienne, mais à prendre son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Mehmet Ali, c'est un Albanais, figurez-vous. C'est un Albanais qui est venu dans les fourgons de l'armée ottomane pour combattre Napoléon. Il va rester après le départ de Napoléon et cet Albanais, officier de l'Empire ottoman, était un brillant stratège, et brillant stratège non seulement militaire, mais également politique. Et petit à petit, il va imprimer sa marque sur l'Égypte qui n'a pas de vrai souverain, qui a un vague sous-pacha turc qui, comme tous les pachas, ne pensait qu'à jouir de la situation avec une vision stratégique extraordinairement raccordée. Et donc, Mehmet Ali va, en quelque sorte, faire un coup d'État en 1805 et prendre le pouvoir. Et pendant 44 ans, il va régner sur l'Égypte et la moderniser. Et il va sans arrêt osciller entre la puissance ottomane et un désir d'indépendance très fort. N'oubliez pas, l'Égypte a été un très bel empire. Les pharaons, c'est quelque chose. Et tout à coup, les pharaons s'arrêtent. Jules César, après être tombé amoureux de Cléopâtre, permet à l'Empire romain et ses successeurs, notamment Auguste, rempliront jusqu'au bout cette mission de ramener l'Égypte dans l'Empire romain. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'Égypte. Et vous voyez la durée, 1800 ans. 1800 ans pour qu'il y ait un début de semblant d'indépendance. Et pourtant, ça va être très très long à conquérir. Donc, Mehmet Ali va osciller entre les deux. Et de temps en temps, l'Empire ottoman lui demande d'envoyer des troupes pour l'aider dans telle ou telle bataille. Il commettra l'erreur d'obéir et puis un jour, l'Empire ottoman lui demande de participer à la répression de la révolte grecque. C'est le moment où les Grecs, eux aussi, qui ploient sous le joug ottoman, qui aura tué des millions de Grecs dans l'histoire. Et ces pauvres Grecs chrétiens veulent devenir indépendants. Et donc, il y a des répressions terribles de la part de l'Empire ottoman dans toutes les îles grecques, la Crète notamment, et puis sur le continent grec lui-même. Et puis, un jour, en 1827, à Navarin, sur le continent grec, eh bien, la flotte de Mehmet Ali, la flotte égyptienne et la flotte ottomane, sont totalement détruites par une alliance, c'est rare, anglo-française. Alors la marine anglaise plus la marine française face à la marine égyptienne et la marine ottomane, il n'y a pas eu photo. Ça a été un massacre et
en 1800, après la bataille navale de Navarin, dont on parle peu alors qu'elle a eu son importance, parce qu'après, il n'y a plus de flotte égyptienne et il n'y a plus de flotte ottomane. Alors les années passent, Mehmet Ali meurt, il a des successeurs, il a conquis en quelque sorte une autonomie, une vague autonomie un peu héréditaire en fonction des négociations qu'il avait avec l'Empire ottoman, mais ça n'est toujours pas l'indépendance. Par contre, un grand événement va se passer, c'est la construction du canal de Suez, essentiel dans le développement de l'Égypte. Et donc, ça faisait un certain temps que le grand Ferdinand de Lesseps, le grand ingénieur français, réfléchissait au percement d'un canal. Après, il ira exercer ses talents à Panama avec beaucoup moins de succès. Eh bien, le canal de Suez, lui, fut une grande réussite malgré les immenses difficultés. Il y avait du sable partout, il fallait creuser, le sable bougeait, il fallait recommencer. Ça a pris des années et des années. Ça a mangé un argent absolument considérable. Mais finalement, en 1869, ce canal est inauguré. C'est un triomphe pour les Français et pour Ferdinand de Lesseps. C'est de là que date le groupe Suez, dont on parle encore aujourd'hui. Et donc, ce groupe Suez obtient un bail de 99 ans, 1869, donc jusqu'en 1969, pour l'exploitation du canal de Suez. Les Égyptiens ont une participation non négligeable dans l'affaire, mais je ne vous étonnerai qu'à moitié en vous disant que tout de même, ça n'était pas complètement égal et les Égyptiens finiront par s'en rendre compte et par se révolter contre cet aspect des choses. Et ce bail de 99 ans sera interrompu avant son terme. Quoi qu'il en soit, en 1869, tous les souverains d'Europe vont assister à cette inauguration du canal de Suez. Et il y a en tête, non pas Napoléon III, qui n'est pas venu, mais sa femme, l'impératrice Eugénie, qui en plus est une cousine de Ferdinand de Lesseps. Et donc, cette inauguration était une réussite totale. C'est un grand triomphe pour la France. Et pour Napoléon III, qui aurait dû venir, c'est également une façon de renforcer son prestige. Et s'il n'avait pas commis la folie de déclarer la guerre de 70 à Bismarck, qui n'attendait que ça et qui lui avait tendu un piège grossier en l'espèce, eh bien, Napoléon III pouvait encore durer de nombreuses années, tant la gloire du Second Empire, ce qui n'était quand même pas écrit au départ, était importante à ce moment-là. Alors, en 1869, il y a donc cette très belle inauguration. Et la vie de l'Égypte va changer parce qu'à ce moment-là, un immense transit maritime se met en place le long de ce canal. Et tout le monde parle de l'Égypte. C'est le moment d'ailleurs où un opéra a été composé par Verdi, Aïda, les trompettes d'Aïda. On fait ensuite le tour du monde. Et donc, ça devait être prévu pour l'inauguration, le soir de l'inauguration. Mais bon, il y a eu du retard dans la composition. Ça ne s'est fait que peu après. Mais tout le monde sait aujourd'hui que le grand opéra de Verdi, Aïda, était fait pour l'inauguration du canal de Suez. Alors évidemment, les Anglais, eux, ne sont pas inactifs, vous les connaissez. Et même si on a été d'accord pour détruire la flotte égyptienne ou la flotte à Navarin en 1827, en revanche, les Anglais sont toujours très actifs au Soudan, tout près de l'Égypte, et puis en Égypte même. Ils ont des diplomates, ils ont des hommes aussi, et les Égyptiens doivent sans arrêt composer. L'Empire ottoman a commencé sa lente descente aux enfers, sa grande décadence, et les Anglais et les Français sont là à s'intéresser à la chose, surtout après l'inauguration du canal de Suez. Et puis, une émeute arrive au Soudan, tout près de l'Égypte, tout au sud. On l'appellerait aujourd'hui une émeute islamiste. C'est même plus qu'une émeute, c'est une révolution islamiste, avec un Mahdi qui se proclame l'envoyé de Mahomet et d'Allah réunis pour prendre le pouvoir au Soudan, chasser les mécréants que sont les chrétiens, et ensuite, éventuellement, prendre le pouvoir en Égypte. Et donc, sous l'influence de ce Mahdi qui prend Khartoum, qui tue le chef anglais de Khartoum, Sir Gordon, ce qui fut un traumatisme en Angleterre, eh bien, des émeutes arrivent aussi à Alexandrie, en Égypte. Cette grande ville qui fut le phare intellectuel de la religion des chrétiens d'Orient, parce que, comme je vous l'ai dit, l'Égypte, c'est presque l'Orient en réalité, et donc on appelle aussi les Coptes égyptiens les chrétiens d'Orient. Et Alexandrie, qui fut un phare intellectuel considérable, Alexandrie accueillait une grande colonie européenne, avec notamment beaucoup d'Anglais et beaucoup de Français. Et des émeutes islamistes se passent en 1882
à Alexandrie dans la foulée de la chute de Khartoum et des événements du Soudan. Et là, des centaines de Français et d'Anglais sont massacrés par des islamistes qu'on n'appelle pas encore tout à fait comme ça. Alors les Anglais et les Français se concertent. Les Anglais disent on ne peut pas laisser passer ça, on y va et on rétablit l'ordre. Et les Français, figurez-vous, 1882, c'est le moment où la République de gauche maçonnique triomphe. Et quelle horreur, le colonialisme. Alors non, non, on n'y va pas, ce n'est pas bien, on ne va pas faire du néocolonialisme. Nous, francs-maçons, nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour les libertés, et donc hors de question. Les Anglais, qui sont tout aussi francs-maçons que les Français, ne s'embarrassent pas de tant de détails, ils ont un sens géopolitique un peu plus développé, et donc, eux débarquent en 1882 en Angleterre, et les Français refusent de venir, lourde erreur. Eh bien, les Anglais arrivent, et que va-t-il se passer? Eh bien, ils vont en quelque sorte régner sur l'Égypte pendant 70 ans, ça n'est pas rien. Les années passent et au fond, sans qu'il y ait encore d'indépendance égyptienne, on sait que ça va venir parce que l'Empire ottoman, il n'en reste plus rien. La guerre de 14 arrive et là, pour le coup, l'Empire ottoman disparaît. Les Turcs se battent quand même un petit peu pour défendre leur pouvoir. D'ailleurs, Mustafa Kemal, l'horrible Mustafa Kemal, qui prendra le pouvoir en Turquie après les jeunes Turcs et après l'abominable génocide arménien, eh bien, les Turcs finiront par être tout à fait chassés et les Anglais pensent pouvoir organiser la vie de l'Égypte sous leur férule. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que les Égyptiens, maintenant, pensent que c'est le bon moment pour l'indépendance. Alors, il y a de multiples péripéties dont je vous fais grâce de 1918 à 1922. Et au bout d'un moment, l'Égypte, mais sous la surveillance étroite de l'Angleterre, proclame son indépendance et instaure un régime monarchique, avec un islam, il faut le dire, extrêmement doux, extrêmement tempéré. Vous n'avez pas une femme voilée dans les rues. C'est l'époque où l'alcool est en vente libre partout. C'est l'époque où il n'y a aucune femme voilée. C'est l'époque aussi où les dirigeants égyptiens vont progressivement essayer, malgré les résistances de ce qu'on appellera plus tard les islamistes, eh bien, vont essayer d'empêcher les mariages forcés de jeunes filles dès l'âge de 10 ans ou 12 ans. Et donc, petit à petit, cette société, malgré le tarbouche que vous voyez sur la tête du roi Fouad, eh bien, vont essayer de s'occidentaliser. Donc, Fouad est le premier roi de l'Égypte indépendante et il sera suivi par Farouk, qui restera célèbre, d'abord parce qu'il fut un roi tout à fait au niveau de sa fonction, mais aussi, comme vous le voyez, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous la montrer, parce qu'il avait une ravissante épouse. C'était autre chose, l'islam égyptien à l'époque. Et donc Farouk va régner, lui, pendant 15 ans. C'est une monarchie assez débonnaire, somme toute. Alors bien sûr, ce n'est pas la démocratie. De toute façon, ce concept de démocratie occidentale, comme j'ai eu multiples occasions de vous le dire, n'intéresse pas beaucoup les pays d'Afrique du Nord et les pays du Proche-Orient. Ça ne correspond pas tellement à leur culture, c'est un concept purement occidental. Et encore maintenant, comme vous le savez, l'Égypte n'est absolument pas une démocratie à l'occidentale. Mais Farouk aura été un roi finalement assez apprécié des Égyptiens. Il avait une certaine popularité, mais il va se passer un grand événement et ça va être le tournant de l'Égypte et l'entrée là dans l'Égypte actuelle. Ça va être un coup d'État, le coup d'État des officiers libres. Ils ont été créés plusieurs années avant. Ils s'inquiétaient de la dépendance qui restait trop grande de l'Égypte vis-à-vis de l'Angleterre. Les Anglais étaient quand même très présents, trop présents. Et donc vous aviez toute une série d'officiers, des centaines d'officiers qui disaient maintenant ça suffit, nous commençons à avoir une armée convenable, même si face aux Israéliens on verra qu'on était encore loin du compte, mais tout de même c'est une armée suffisante en tout cas pour maintenir l'ordre dans le pays. Et puis il y a des officiers nationalistes, très anti-islamistes, il n'est pas question pour eux que l'islam déborde trop sur la société égyptienne. Eh bien ces officiers, qui sont de tous les grades, lieutenants, capitaines, colonels, généraux, vont constituer une sorte de club, les officiers libres. Et ils vont faire un coup d'État en 1952. Et vous voyez, juste derrière
le téléphone, celui qui est assis, l'air pensif et rêveur avec sa petite moustache. C'est pas encore le patron vous l'avez à droite, le général Naguib, mais en face, vous avez le colonel Nasser, qui ne mettra pas longtemps à montrer que c'est lui le meilleur, et il va assez vite prendre le pouvoir et prendre des initiatives tout à fait révolutionnaires. Et la première d'entre elles, en 1956, il nationalise le canal de Suez. Je vous avais dit que cette histoire de bail de 99 ans n'était pas allée jusqu'au bout. Quand même, pas loin, hein, on n'est pas loin, mais pas tout à fait. Et Nasser en a assez de cette dépendance à un groupe financier français et par ailleurs de cette dépendance à l'Angleterre qui juge excessive. Et cette nationalisation du canal de Suez est un immense symbole, mais elle est considérée comme inacceptable par la France, par l'Angleterre et par Israël. Et les trois pays vont se lier. Ils vont se lier pour attaquer l'Égypte. Ils attaquent Alexandrie, ils attaquent le Caire et en quelque sorte, ils restaurent le canal de Suez dans sa fonction première qui est de dépendre de la France. Et donc cette riposte est militairement une réussite totale. L'armée égyptienne a été vaincue en quelques jours. Un corps expéditionnaire français, anglais et israélien. Vous imaginez, en plus, on n'a pas envoyé les plus manchots dans l'histoire, et donc vous vous doutez que c'était des combattants hors pair, ils sortaient de la guerre d'Indochine, ils étaient en pleine guerre d'Algérie, c'était des professionnels aguerris. Donc ils n'ont fait qu'une bouchée de la résistance égyptienne, on a eu un nombre de pertes extrêmement faible, et cette riposte va être interrompue. Elle va être interrompue très brutalement par une alliance inattendue des États-Unis et de l'Union soviétique. Parce que l'Égypte est alliée à ce moment-là de l'Union soviétique, mais elle oscille, elle a beaucoup oscillé dans son histoire, elle oscille quand même entre l'Amérique et l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique garde un œil vigilant, et pour elle, il n'est pas question que trois ennemis, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et en plus Israël, ennemis du monde arabe. Alors le monde arabe est plutôt allié de l'Union soviétique à ce moment-là. Pour les soviétiques, c'est inacceptable. Les soviétiques font savoir aux Américains, cette expédition, attention, nous allons nous en mêler si ça continue. Et les Américains, eux, ils sont dans leur tropisme anticolonial. Vous savez, ils détestent ça. Et pour eux, la guerre des Français en Algérie, c'est une sale guerre. Et cette expédition coloniale, ils sont furieux. Et donc, ils passent une voix aux Israéliens en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez rentrer chez vous. Et ils disent aux Français et aux Anglais, bon, allez, les gars, le monde colonial, c'est fini. Maintenant, le monde est dominé non plus par la France et l'Angleterre, mais par les États-Unis et l'Union soviétique. Et ils vont donc plier bagage. À ce moment-là, on est en pleine réflexion en Égypte sur la construction d'un immense barrage à Assouan. Et donc, ce sera le barrage d'Assouan. Et dans un premier temps, les Égyptiens se tournent vers les Américains pour leur demander de financer le barrage. Les Américains commencent un peu et puis finalement, ils refusent, ils demandent à l'Égypte des tas de choses compliquées comme de devenir une démocratie, des choses improbables dans ce pays. Ils y mettent beaucoup de conditions et finalement, les appels du pied de l'Union soviétique vont être écoutés par Nasser. Parce que Nasser, lui, qui est un nationaliste, se dit qu'au fond, avec l'Union soviétique, il aura davantage les mains libres qu'avec les États-Unis. Donc, il prend ce pari-là. Il se rapproche de l'Union soviétique et l'Union soviétique va financer cet immense barrage que l'on peut admirer aujourd'hui. Et cet immense barrage va prendre des années et des années de construction, mais ça va réguler le Nil. Alors après, sur le plan écologique, il y a des débats sur le sujet dans lesquels je n'entrerai pas. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, c'est une immense réalisation technique et les Soviétiques ne sont pas peu fiers d'avoir damé le pion aux Américains et d'avoir financé cet immense barrage d'Assouan. Et là-dessus, le malheureux Nasser, qui avait passé des années à s'occuper du canal de Suez, à redonner une autonomie à l'Égypte et à s'occuper de ce barrage d'Assouan, meurt brutalement d'une crise cardiaque. C'est tout à fait inattendu. L'Égypte est effondrée. Des millions de personnes assisteront à ces obsèques. Il y aura même des dizaines de morts tellement la foule était compacte. Et donc Nasser meurt. Et d'ailleurs, le grand lac réservoir en amont du barrage d'Assouan s'appelle maintenant le lac Nasser,
en hommage. Et donc, juste avant la fin de la construction, Nasser meurt et ne pourra pas inaugurer le canal. Sonne l'heure à ce moment-là de Sadat, Anwar el-Sadat, lui aussi officier de l'armée. Les officiers de l'armée vont succéder aux officiers de l'armée. C'est elle qui est au pouvoir. C'est un trait de la géopolitique égyptienne qu'il faut absolument avoir en tête et bien comprendre. L'armée dirige l'Égypte. Et quand elle va lâcher le pouvoir, on le verra dans quelques minutes, eh bien ce ne sera pas pour longtemps et elle va le reprendre. Et donc Sadat qui a une vie agitée, il a été en prison plusieurs années, comme il détestait les Anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a appris langue avec les Allemands, qui n'étaient pas loin. Il y a eu toute la guerre du désert entre Rommel et Montgomery. Et donc, pendant cette guerre, lui, il a été considéré comme un agent allemand. Et en 1945, il échappera de peu au peloton d'exécution. Et finalement, il fera quand même quelques années de prison. Il a été arrêté par les Anglais. Ça a été très compliqué, sa vie. Après, il dira toujours qu'il a fait ça par patriotisme et par nationalisme, ce qui est assez probable d'ailleurs. Mais ça lui collera à la peau à certains temps. Mais en Égypte, ça avait beaucoup moins d'importance que chez nous. Et donc, Sadat arrive au pouvoir et l'ère d'un grand dirigeant va commencer. Vous le voyez lui aussi comme Napoléon. Alors lui, c'est pas le Sphinx, ce sont les pyramides. C'est une jolie pose. Et c'est lui qui donc va inaugurer le canal de Suez, le barrage d'Assouan, avec l'horrible Khrouchtchev que vous voyez juste à côté, qui est ravi. Et pourquoi je mets éphémère dividende comme commentaire de cette photo? Parce que les Soviétiques, pour eux, ont l'impression là qu'ils ont un pion à leur service considérable. Ça n'est pas rien. L'Égypte, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique du Nord, avec une ouverture, vous le savez, sur le Proche-Orient, stratégiquement très importante, et les Soviétiques se disent, c'est bon pour nous. Mais Sadat ne raisonne pas comme ça. Sadat va avoir une autre politique. Il va brutalement chasser les 20 000 conseillers soviétiques qui sont en Égypte. Il va se rapprocher des États-Unis. Et il va même faire la paix avec Israël. Et vous le voyez là à gauche, au milieu, vous voyez le président américain le plus stupide de l'histoire des présidents américains, qui s'appelait Jimmy Carter, et à droite, Menahem Begin, ancien terroriste sioniste qui a assassiné un nombre d'officiers anglais impressionnant, mais tout s'oublie dans la vie. Et donc, tous les trois, à Camp David, aux États-Unis, signent enfin un accord de paix. Il y a eu dans l'intervalle, vous le savez, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Les 2 fois, l'Égypte a été vaincue. Elle a été vaincue par l'armée israélienne. Pourtant, il y avait la Syrie de l'autre côté. Et à 2, ils se disaient, on va prendre en tenaille l'armée israélienne. Oui, mais les Israéliens luttaient pour leur survie. Et les Syriens et les Égyptiens, au fond, ne luttaient pas pour leur survie. Ça fait déjà une grande différence. Et puis la sophistication de l'armement américain a fait finalement pencher la balance définitivement du côté des Israéliens. Sadat s'est rendu compte de tout ça. Et il a dit, ça suffit maintenant. La guerre avec Israël, il y en a assez. J'en ai assez de payer les pots cassés de la haine du monde arabe contre Israël. On va tourner la page et passer à autre chose, d'où les accords de Camp David. Et ça va lui coûter la vie, parce que les islamistes ne lui pardonneront jamais cet accord avec Israël. Et les islamistes sont très puissants en Égypte. Il y a eu la création des frères musulmans. Et là, vous voyez, lors d'un défilé militaire, des soldats sortent du défilé militaire, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, et tirent à la mitraillette sur Sadat, qu'ils abattent. Et donc, cet assassinat en 1981 va complètement changer les cartes parce que l'Égypte va commencer à découvrir l'islamisme. Il y a eu un mouvement créé dans les années 20 par un homme qui appellera ça les frères musulmans. Les frères musulmans, qu'est-ce que c'est? C'est fait pour quoi? Eh bien, c'est fait pour, en quelque sorte, redorer le blason de l'islam. L'islam va mal à ce moment-là. L'islam n'a pas beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Quand on lit des histoires de l'islam dans les années 1880, 1900, 1920, c'est stupéfiant. Ils annoncent la fin de l'islam. Et j'avais encore entre les mains une vieille histoire de l'islam chez Payot vers 1900-1910, et ils disent à un moment donné, l'islam existera-t-il toujours au XXIe siècle? La question mérite d'être posée. On croit rêver de bonheur, mais hélas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Eh bien, pourquoi? Parce que l'islam s'est ressaisi. À un moment donné,
un certain nombre d'intellectuels, d'agitateurs musulmans se sont dit on va disparaître si on ne réagit pas. Et donc les frères musulmans, c'est pour redonner un coup de fouet à l'islam et rappeler que les musulmans doivent être au pouvoir dans les pays où ils sont majoritaires. Et donc, les islamistes, là, rappellent à Sadat, ce sont des frères musulmans qui ont tiré, ils seront tous après arrêtés et exécutés, mais ce sont des frères musulmans qui abattent Sadat, ils ne pardonnent pas la paix avec Israël, et c'est le moment où ils tentent en quelque sorte une révolution. Mais l'armée contrôle la situation, ça ne va pas se passer comme ça. D'accord, le coup est dur avec la mort de Sadat, mais il y a Moubarak qui est déjà vice-président et qui est prêt, en tant qu'officier, à prendre la suite de Sadat, ce qui se fait sans heurts. L'armée contrôle la situation, même si une sorte de guerre civile larvée commence en Égypte entre les islamistes et l'armée. Donc Moubarak arrive au pouvoir, mais Moubarak va rester très longtemps, trop longtemps au pouvoir, des décennies de pouvoir. Il va rester, vous l'avez vu, en 1981, il va arriver, et c'est en 2011 qu'il va être renversé par les révolutions de 2011, ce qu'on a appelé les printemps arabes. Stupidité, comme cette expression des printemps arabes. Elles vont emporter Moubarak, elles vont emporter, qui était quand même un dirigeant laïque, je le rappelle, elles vont emporter Ben Ali en Tunisie, qui était également un dirigeant laïque, et dans les deux cas, ce sont les islamistes qui vont tirer les marrons du feu et arriver au pouvoir. Et vous savez aussi que ces printemps arabes funestes de 2011 vont entraîner la guerre en Syrie qui a ruiné la Syrie et qui a failli basculer là aussi dans un islamisme, alors le pire de tous, celui de Daesh, mais heureusement l'intervention russe a empêché ce plan épouvantable. En attendant, en Égypte, place Tahrir, sur la grande place du Caire, eh bien des millions d'Égyptiens sont là à préparer la révolution, à exiger, vous les voyez, enfin je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais là ils sont tous couchés à faire la prière et ils attendent l'arrivée au pouvoir des islamistes. Moubarak est resté très longtemps, ça ne suffit pas à expliquer cette révolution, sa défaite. L'islamisme, comme un poison, a contaminé tout l'ensemble de la société égyptienne. Et au-delà de ça, il faut le dire, comme Ben Ali en Tunisie, la corruption était immense. Et donc, la famille Moubarak, comme la famille Ben Ali, se sont enrichis de façon éhontée, alors que la pauvreté en Égypte est immense. Aussi bien au Caire, avec des bidonvilles incroyables, des kilomètres carrés de bidonvilles dans l'indifférence totale, des constructions totalement anarchiques. Et puis, dans les campagnes, heureusement que le climat est favorable à des pousses faciles autour du Nil, parce que sinon les gens mourraient de faim. Il n'y a rien du tout. Et donc, pendant ce temps, Moubarak devient milliardaire. Au bout d'un moment, même les gens les moins islamistes se lassent de cette situation, surtout quand on sait que les frères musulmans, eux, de leur côté, ont organisé des œuvres sociales partout, dans toute l'Égypte. Dans certains villages, dans beaucoup de villages, eh bien, les gens recevaient des colis alimentaires, des médicaments par les frères égyptiens, par les frères musulmans égyptiens, qui étaient là, qui faisaient le tour et qui distribuaient. Ils étaient financés par la Turquie, notamment par le Qatar. Le monde musulman, on dit toujours qu'il est coupé entre sunnites et chiites, je suis le premier à le dire, et c'est la stricte vérité, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a ceux qui sont pour les frères musulmans, Turquie, Qatar, et ceux qui sont anti-frères musulmans, pourtant islamistes aussi, comme l'Arabie saoudite. D'où les liens très forts entre saoudiens et égyptiens, ce qui, dans un premier temps, peut paraître paradoxal, car le régime saoudien est très islamiste, alors que le régime égyptien ne l'est pas tellement. Et donc, place Tahrir, eh bien, c'est la chute de Moubarak. Et il va être lâché par l'armée, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'empêchait l'armée d'envoyer ses chars, des mitrailleuses? Ils ont tué 1000, 2000, 10 000, on n'en est pas à ça près dans ces pays-là, et elle gardait le contrôle. Mais en fait, elle voulait se venger de Moubarak. Et donc, elle l'a lâché, un peu imprudemment. Pourquoi? Parce que Moubarak a voulu rompre le pacte. Parce que Moubarak a dit, c'est mon fils qui va me succéder, ce ne sera pas un autre général, ce ne sera pas un autre officier. L'armée va rentrer dans ses casernes et c'est mon fils qui va me succéder. Et l'armée égyptienne ne l'a pas accepté et va lâcher Moubarak. Donc, Moubarak va en prison et il mourra peu de temps après. Des élections ont lieu et les islamistes gagnent. Ils gagnent les élections. Avec cet homme, Mohamed Morsi, et vous voyez au premier plan la main, c'est le signe des frères musulmans. Et donc, c'est un frère musulman, c'est un militant
frères musulmans. Simplement, il va totalement échouer. D'abord, c'était un homme médiocre. Et ensuite, les islamistes ne sont pas capables de diriger un pays. Tout ce qu'ils sont capables, c'est de tuer, d'égorger, de menacer, mais diriger un pays, c'est autre chose. Ils ne savent pas et c'est un désastre. Aucune promesse n'est tenue et la colère gronde. Et l'armée qui a amèrement regretté, non pas d'avoir lâché Moubarak, mais d'avoir finalement laissé Mohamed Morsi et ses amis frères musulmans prendre le pouvoir, eh bien l'armée va observer cette montée de l'insatisfaction, même de la colère du peuple égyptien, et va bientôt reprendre la main. Et donc, vous avez un nouveau venu, un général qui est devenu maréchal depuis, on ne se refuse rien, Sissi, le maréchal Sissi, qui est pourtant un musulman assez pieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à Moubarak et Sadat, qui étaient encore plus Nasser avant, qui étaient des musulmans qu'on pourrait qualifier d'un peu plus lointains. Et pour Nasser, c'était même encore plus que ça. Lui, c'était un nationaliste laïque. Et donc, ce changement va permettre au maréchal Sissi de prendre le pouvoir. Et bien que ce soit un homme pieux, malgré tout, c'est un anti-islamiste acharné. Et puis, il respecte le pacte. Il respecte le pacte, c'est-à-dire que l'islamisme ne sera pas au pouvoir en Égypte. Et alors, la répression va être violente. Il y a de grandes manifestations place Tahrir, il y a de l'agitation, il y a des morts, il y a des attentats, il y a des centaines de policiers, de soldats tués. Et en retour, vous avez des milliers et des milliers d'islamistes tués, prisonniers, jugés, pendus. Et donc, quand on observait tout ça, on observait ça avec soulagement, je ne cache pas où est mon camp, eh bien, on me dit quand même, les Occidentaux sont incorrigibles. Dans le Figaro, dans Le Monde, sur toutes les chaînes mal pensantes. Maintenant, il y en a une qui est bien pensante, ça nous fait un peu d'oxygène. Mais toutes les chaînes de télévision, et pas seulement en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, bien sûr, eh bien, le maréchal Sissi, c'est terrible, ne respecte pas les droits de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de droits de l'homme face aux frères musulmans, face aux islamistes, pourquoi pas face à Daesh pendant qu'on y est? Enfin, c'est incroyable. Et donc, régulièrement, vous avez des diplomates occidentaux qui reçoivent des consignes de la part de gouvernements qui ont un sens géopolitique qu'on pourrait qualifier d'assez mesuré et qui disent « Ah non, il faut bien rappeler à l'Égypte le respect des droits de l'homme ». Qu'est-ce qu'il en a à faire, le maréchal Sissi, du respect des droits de l'homme? Quand il y a des islamistes qui sont pris après avoir provoqué un attentat, eh bien, on les pend, on les fusille, et puis les complices sont mis en prison et on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est comme ça que l'Égypte fonctionne, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais il faut arrêter de leur faire la leçon, parce que sinon, les frères musulmans reprendront la main. Alors, en attendant, le maréchal Sissi dirige l'Égypte d'une main de fer. Et ça n'a pas été sans mal. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il réprime. Et Mohamed Morsi se retrouve en prison pour des motifs un peu incompréhensibles en droit pur, mais là on n'est plus en droit pur, on est dans l'affrontement de deux idéologies, une idéologie musulmane laïque et une idéologie musulmane islamiste. Et en réalité, le maréchal Sissi pourrait aussi bien être comme Nasser, un laïque pur, même s'il ne l'est pas à titre personnel, parce qu'il gouverne comme ça. Et donc quand je dis musulman laïque, c'est un oxymore, parce que qui est musulman n'est pas laïque par définition, qui est musulman est islamiste par définition, sinon on n'a pas compris ce que c'était que l'islam. Eh bien donc les frères musulmans vont être pourchassés, Mohamed Morsi va être mis en prison pour plusieurs années et il y est d'ailleurs mort l'année dernière. En attendant, l'Égypte rentre dans une guerre civile terrible et une guerre religieuse. Les islamistes se vengent partout. Daesh fait son apparition. Il n'y a pas que les frères, il y a aussi Daesh. On dit quelquefois Daesh, c'est les brutaux, c'est les violents, sont les fous furieux, surtout en Syrie. Mais les frères musulmans, eux, ce sont des intellectuels. Oui. Les intellectuels, ils avaient des hommes de main. C'est vrai qu'au départ, ce sont des intellectuels qui créent les frères musulmans dans les années 20, comme je vous l'ai dit. Mais en réalité, au bout du compte, ils ont des hommes de main, des assassins, des tueurs. Et les frères musulmans ont tué beaucoup de gens. Ils ont commencé d'ailleurs par tuer Sadat, comme vous l'avez vu. Et d'ailleurs, ils avaient commencé très tôt, puisque le fondateur des frères musulmans avait fait assassiner en 1927 le premier ministre égyptien de l'époque, et il a été assassiné lui-même l'année d'après. C'était une vengeance des services secrets égyptiens. Et en attendant, ce sont les Coptes, communauté importante,
qui ne va pas disparaître comme ça. Autant on peut être extrêmement inquiet sur la disparition des chrétiens d'Irak ou de Syrie ou de Jordanie, il en reste si peu. Se dirant malheureusement, c'est à peu près fait, ceux de Turquie, les Turcs les ont tous tués. Comme ça, c'était réglé. Eh bien, en Égypte, ce ne sera pas le cas. C'est aussi une bonne nouvelle, outre le fait que l'islamisme est vaincu, les chrétiens d'Égypte, les Coptes, sont trop nombreux pour disparaître comme ça. Et puis, ils font vraiment partie de l'histoire de l'Égypte. Alors, on me dirait en Syrie aussi, au Liban aussi, en Irak aussi, c'est vrai, mais les Égyptiens n'ont pas la même mentalité. Ils sont descendants pour beaucoup de ces cavaliers arabes, mais pas que. Vous avez aussi beaucoup de Nubiens qui viennent du Soudan, et puis vous avez ces tribus des déserts qui étaient là bien avant, dont certaines étaient chrétiennes d'ailleurs, et ont été islamisées. Il y a une histoire différente. Et les dirigeants égyptiens, globalement, à part la parenthèse Morsi, n'ont jamais été vraiment islamistes. Et le peuple égyptien lui-même, même les musulmans, n'ont aucune hostilité particulière envers les chrétiens. On s'en rend compte quand on se promène en Égypte. Alors, et puis les églises coptes, il y a du monde. Il y a du monde, et puis dans les rues, vous croisez des femmes voilées, certes, mais aussi des femmes non voilées. Et quand on demande aux guides, alors celles qui sont non voilées sont les chrétiennes, ils disent pas du tout. Vous avez plein de musulmanes qui sont non voilées. C'est une innovation récente, les femmes voilées. Et si vous voyez d'ailleurs des photos de l'Égypte des années 60-70, les terrasses de café du Caire, vous voyez énormément de jeunes filles, cheveux au vent, et des garçons autour d'elles en train de boire des bières. Et tout ça, pas seulement des chrétiennes, beaucoup de musulmanes aussi, il n'y avait aucun voile. Donc les Coptes sont beaucoup plus à l'aise dans cette société qu'aujourd'hui les chrétiens en Syrie ou en Irak, peut-être demain au Liban, hélas. Et les Coptes, c'est au moins 20 à 25 millions de personnes. Il n'y a pas de recensement, bizarrement. Alors on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, si on sait à peu près que les Égyptiens sont 100 millions, eh bien, on sait aussi que les Coptes sont 20 à 25 millions. Eh bien, 20 à 25 millions, vous ne faites pas disparaître ça comme ça. Donc, les Coptes ne sont pas menacés de disparition. Par contre, ils ont terriblement souffert. Ils ont terriblement souffert des exactions, des attentats, des assassinats. Vous rappelez les titres des journaux à certains moments, une messe de Pâques endeuillée par un kamikaze qui s'était fait sauter au milieu des fidèles, quelquefois des dizaines et des dizaines de morts. Et donc, la guerre contre les Coptes a été terrible. Et c'est le moment aussi, dans cette guerre civile larvée, ça avait commencé dès les années 90, où des touristes sont pris pour cible. Il y a eu de grands attentats sur les sites emblématiques du tourisme, avec quelquefois 10, 20, 30, 40 touristes, notamment américains et suisses. Une fois, il y a une trentaine de Suisses qui sont morts, tout un quart, assassinés par des islamistes. Et donc, ils espéraient ainsi détruire le tourisme définitivement en Égypte, empêcher que ce pays puisse se redresser financièrement, parce que financièrement la situation est quand même très critique, et ainsi profiter de la pauvreté générale pour arriver à prendre le pouvoir. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand on se promène en Égypte, l'armée est omniprésente. Il y a des policiers et des militaires absolument partout. Et je peux vous dire qu'en tant que touriste, on se sent mais absolument en sécurité, beaucoup plus que dans beaucoup de coins de la région parisienne. Et donc là, vous voyez le patriarche copte d'Alexandrie, c'est toujours à Alexandrie que le patriarcat copte égyptien, et qui est réconforté par le maréchal Sissi, qui est venu en civil pour bien montrer qu'il ne venait pas en tant que militaire, réconforter après un attentat les Coptes, et pour assurer aux Coptes la solidarité du peuple égyptien et du pouvoir égyptien. Donc, qu'on arrête de dire, mon Dieu, le maréchal Sissi ne respecte pas les droits de l'homme. Ben, il respecte les chrétiens, il ne respecte pas les frères musulmans, et finalement, je trouve ça plutôt sympathique. Mais pourtant, ils n'en ont pas fini encore avec les islamistes, parce que Daesh est arrivé. Daesh est un peu partout, mais surtout, ils ont quasiment occupé le Sinaï, ce grand désert. Heureusement, ils n'ont pas été jusqu'au sud, au nord de Sharm el-Sheikh. Ils ont fait des attentats à Sharm el-Sheikh, vous voyez la station balnéaire, très prisée des Russes notamment, qui auront un avion abattu par Daesh. Et c'est là où il y a le grand monastère chrétien, Sainte-Catherine, un peu au nord de Sharm el-Sheikh, et Dieu merci, il est toujours resté bien protégé et non attaqué par les islamistes de Daesh. Par contre, tout le long de la côte, à partir de Port Saïd jusqu'à la frontière israélienne, eh bien, Daesh, là, va occuper une part
très importante du Sinaï et faire de multiples attentats. Et ça va être une guerre terrible. Et pendant plusieurs années, les Égyptiens, l'armée égyptienne aura un mal fou à contenir Daesh. Parce que Daesh sort du conflit sort du conflit en Syrie, donc ils ont une très grande expérience. Ils passent par les tunnels. Le Hamas favorise leur arrivée le long d'Israël. C'est pour ça qu'Israël et l'Égypte, qui n'aiment pas beaucoup se parler d'une façon générale, là vont beaucoup se parler, aussi bien les officiers que les services secrets des deux pays, pour empêcher les infiltrations d'islamistes et pour détruire tous les tunnels entre la bande de Gaza et le Sinaï qui permettaient de ravitailler les islamistes. Il y aura des attentats spectaculaires. Le plus spectaculaire d'entre eux va concerner une mosquée. C'est-à-dire que Daesh, pour bien montrer la rupture avec les musulmans qui sont au fond des traîtres, va mitrailler une mosquée au bord de la mer, un peu à l'est de Port Saïd, une mosquée faisant des dizaines et des dizaines de morts, de fidèles musulmans. Ça va scandaliser évidemment toute l'Égypte, mais Daesh se moque de cela. Ce qui compte, c'est la terreur, c'est pas la popularité. Mais finalement, cette guerre va être gagnée. Elle va être gagnée par le maréchal Sissi et par son armée, non sans mal. Il y aura des milliers de morts du côté de l'armée égyptienne, en face encore plus. Et comme me disait un guide au mois de novembre en Égypte, au cours de notre dernier voyage là-bas, eh bien, il disait, bon, je ne suis pas sûr que les lois de la guerre aient été totalement respectées dans la façon dont on a éradiqué Daesh. Et il me disait ça avec un petit sourire en coin, très satisfait. Je lui ai répondu, j'espère bien, sinon vous y seriez encore. Il m'a dit, exactement. Merci de me dire ça, tous les Français ne disent pas ça. Et donc Daesh a été vaincu, ils ont bombardé terriblement. Il y a eu beaucoup, évidemment, de débordements, de civils soupçonnés d'avoir aidé Daesh, vrai ou faux, qui ont disparu à tout jamais. On a pris les grands moyens, mais Daesh, aujourd'hui, est éradiqué. Il n'y a plus de Daesh au Sinaï. Alors, je dis ça, peut-être demain, il y aura un attentat, parce que, comme en Syrie, où j'ai écrit un article sur Boulevard Voltaire il y a 3 jours pour raconter l'attaque d'une prison où sont gardés entre 3 et 5 000 islamistes de Daesh. Et Daesh, on ne les pensait pas capables d'attaquer cette prison, et ils ont attaqué la prison. Ils ont été finalement vaincus par l'intervention de l'armée américaine, puisqu'on est en zone kurdo-américaine. Mais ils ont des ressources. Et donc, il y a sûrement encore des cellules dormantes de Daesh en Égypte. Et il y aura peut-être encore des attentats. En attendant, aujourd'hui, en Égypte, on peut dire que l'islamisme est vaincu. Et s'ils ont la capacité de faire des attentats, ils n'ont absolument plus la capacité de prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en Égypte, on peut tourner la page du terrorisme, de la lutte contre l'islamisme, et se tourner un peu vers l'économie. J'en profite pour vous dire, puisque c'est la dernière photo, que pour poser des questions, il ne faut pas aller sur chat, tout en bas à droite, mais juste à côté à questions. Voilà, je vais vous le dire en passant, parce que j'avais presque oublié de vous le dire. Et donc, je finis sur quoi? Sur le gaz. C'est très important, ça aussi, le gaz. Vous savez qu'on a découvert en Méditerranée orientale, on a découvert des gisements de gaz tout à fait importants. Alors, ce ne sont pas les immenses gisements de gaz russes, iraniens ou qataris, mais tout de même, c'est très important. Et donc, vous voyez le découpage par pays. La Syrie, qui aujourd'hui n'est évidemment pas en état de les exploiter. Juste à côté, le Liban qui, lui, est en train de discuter justement avec la Syrie et avec Israël pour se répartir la zone maritime permettant de faire des forages. Et en dessous, l'Égypte. L'Égypte également est concernée. Vous voyez Damiette, triste souvenir, parce que vous vous rappelez que les croisés de Saint-Louis ont subi une défaite à Damiette au moment des croisades. C'était une parenthèse nostalgique. Et donc, ces gisements de gaz que vous voyez en Méditerranée se partagent entre l'Égypte, Israël, le Liban et la Syrie. On a vraiment basculé dans une autre époque. Ces 4 pays, alors la Syrie est encore un peu à l'écart, mais le Liban, Israël et l'Égypte discutant comme des vieux amis de la façon dont ces gisements doivent être exploités et partagés, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Le monde arabe est rentré dans le monde où
Son obsession n'est plus de renverser Israël. De toute façon, il s'est fait une raison, il n'y arrivera pas. Le parapluie américain fait qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et l'Union soviétique n'est plus là pour attiser, pour souffler sur les braises. La Russie, elle, n'a aucunement l'intention de renverser Israël, vous vous en doutez. Il y a une diaspora juive russe très importante en Israël et Poutine entretient d'excellentes relations avec cette diaspora. Quoi qu'il en soit, ce gaz est l'objet d'un grand projet de faire des gazoducs qui passeront par Chypre. Vous voyez au passage les sigles des compagnies pétrolières, en tête l'Eni, la compagnie italienne, Total à côté, avec les noms poétiques de ces gisements, Calypso, Aphrodite. On est en pleine mythologie romaine, grecque, et enfin les deux, gréco-romaine. Et ce gazoduc, après, doit passer par la Crète, remonter par la Grèce, et ensuite aller en Italie. Alors évidemment, il y a un pays là-dedans que ça dérange énormément, vous l'avez compris, c'est la Turquie, d'où l'envenimement terrible des relations entre Turcs et Grecs, et d'une façon générale, toutes les tentatives turques avec des bateaux de guerre envoyés autour de Chypre pour empêcher le creusement des gisements, parce que la Turquie considère qu'elle est chez elle à Chypre, elle en occupe hélas effectivement le tiers nord, et donc cette guerre du gaz, en quelque sorte, ne peut qu'être perdue par la Turquie, qui ne peut qu'espérer une alliance. Mais par la force, elle n'empêchera pas la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte de faire le projet de gazoduc dont ils rêvent. Cela étant, c'est loin d'être fait parce que ce gazoduc est extraordinairement cher à faire, voyons en plus la distance, et un gazoduc, il lui faut quand même beaucoup de gaz pour l'amortir. Alors autant gazoduc qui part de Russie, la quantité est telle et les réserves sont telles que ça vaut la peine. Là, il se pose la question, parce que le gisement est important, mais d'un autre côté, il n'est pas illimité, il n'est pas si considérable que ça. Et donc, tout ce beau monde, en ce moment, est en train de discuter, mais ce qui est certain, c'est que pour l'Égypte, ça peut être une bouffée d'oxygène très intéressante, même si le projet de gazoduc ne va pas jusque-là, parce qu'ils vont pouvoir vendre du gaz, notamment à Israël, qui en a toujours besoin, et également au Liban et à la Syrie. Et vous savez que le Liban traverse une crise terrible, on en parlera à la 5e conférence. Eh bien, comme le Liban a des coupures d'électricité tout le temps, il manque d'énergie, le pétrole et le gaz n'arrivent plus, eh bien, pour une fois, les Américains ont accepté que du gaz parte d'Égypte, traverse la Jordanie, la Syrie, pour arriver au Liban, et ils ont accepté de lever les sanctions contre la Syrie juste pour cette opération-là. Et vous me direz, à ce moment-là, pourquoi il n'est pas passé directement vers le Liban en traversant Israël? Parce que jamais Israël n'acceptera qu'un gazoduc égyptien vienne ravitailler le Liban. C'est comme ça. D'ailleurs, officiellement, Israël et le Liban sont toujours en guerre. La paix n'a jamais été signée. Et puis les Israéliens sont bien trop méfiants pour faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, donc pour l'Égypte, c'est une bouffée d'oxygène. Parce que si sur le plan politique et géopolitique, les choses vont beaucoup mieux en Égypte, par contre, sur le plan financier, la situation est très mauvaise. L'Égypte est un pays à peu près ruiné, et s'il n'y avait pas le ballon d'oxygène permanent de l'Arabie saoudite, ce serait très difficile. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Pardonnez-moi, une petite extinction de voix à la fin, mais je compte sur votre indulgence, dont je suis sûr. Et donc, si l'Égypte aujourd'hui est tirée d'affaire sur le plan politique et géopolitique, il y a vraiment des réformes financières considérables à faire, et là, la route est encore longue. Donc, il y a le ballon d'oxygène saoudien, mais c'est quand même un peu embêtant pour l'Égypte de dépendre autant de l'Arabie saoudite sur le plan financier. Là-dessus, la route sera encore longue, les infrastructures égyptiennes sont à peu près inexistantes, avec une augmentation de la démographie qui se ralentit, mais qui reste très importante. Donc, il reste du pain sur la planche. Mais en tout cas, aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle, pour une fois, c'est une conférence optimiste, l'islamisme est vaincu en Égypte. Je vous remercie de votre attention. Je vois qu'il y a des questions. Il y a un commentaire. Merci, monsieur. Vous dites merci, c'était passionnant. J'ai bien fait de vous dire de cliquer sur questions, parce que c'est très agréable de lire ça. Comme vous en doutez, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et donc c'est vraiment très sympathique de marquer cela par votre satisfaction. Et il y a un monsieur qui me pose une question.
Quels sont l'état d'avancement du barrage sur le Nil côté éthiopien, les effets redoutés sur l'usage de Nil par l'Égypte et quelles sont les conséquences en termes de risque de conflit entre les deux pays à un moment où l'Éthiopie est elle-même en état de guerre civile? Très bonne question. En effet, le Nil ne prend pas sa source en Égypte. Il prend sa source pour moitié en Éthiopie et pour moitié beaucoup plus bas, même pas au Soudan, beaucoup plus bas du côté du lac Victoria. Alors, avant que le Soudan s'occupe de faire un barrage, il va se passer un peu de temps, mais c'est sûr que les Éthiopiens ont en projet de faire un barrage, ce qui a inquiété les autorités égyptiennes, parce que vous savez qu'un barrage en amont, ça peut vous détruire un fleuve. C'est exactement ce qui arrive au Proche-Orient avec le Tigre et l'Euphrate. Il faudrait un jour faire une conférence sur l'eau en tant que telle, l'eau en tant qu'enjeu stratégique. Eh bien, l'Euphrate et le Tigre sont aujourd'hui réduits à l'état de misérables petits fleuves à cause des barrages turcs en amont. Parce que pour le malheur de la Syrie, Irak, eh bien, le Tigre et l'Euphrate prennent leur source en Turquie. Et les Turcs, évidemment, ne se sont pas gênés pour faire d'énormes barrages en amont qui ont totalement détruit le fonctionnement normal de ces deux fleuves. Et donc, il y avait une grande inquiétude en Égypte. Alors, je me suis un peu penché sur la question et pour l'instant, d'abord, techniquement, c'est très compliqué. Et ensuite, comme vous le dites, monsieur, les Éthiopiens ont beaucoup d'occupations, ils sont en pleine guerre civile. Alors, un coup, c'est le gouvernement qui gagne, un coup, ce sont les rebelles tigréens qui gagnent. Là, on pensait que les Tigréens allaient finalement gagner la guerre, mais finalement, contre-attaque de l'armée éthiopienne, et les Tigréens sont sur le reculoir, on ne sait pas qui va gagner, mais vous vous doutez que des immenses travaux de génie civil comme la construction d'un barrage sur le Nil, eh ben, c'est pas pendant qu'on fait la guerre qu'on s'occupe de ça. Donc, les Égyptiens ont certainement plusieurs années de tranquillité. Mais il est sûr qu'ils surveillent la situation de très près et que si les Éthiopiens, à un moment ou à un autre, se lancent sérieusement dans la construction d'un barrage, eh bien, il risque d'y avoir des tensions très fortes entre l'Égypte et l'Éthiopie. Je pense qu'à ce moment-là, l'Égypte n'hésitera pas à faire une pression maximum sur l'Éthiopie pour l'en empêcher. Attention, l'Égypte, c'est 100 millions, mais l'Éthiopie, c'est 120 millions. Donc là, on est dans du lourd, comme on dit vulgairement. Donc, il ne s'agit pas de prévoir une guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie, mais il faudra qu'il y ait des discussions entre les deux. Alors, les alliés des uns et des autres, les grandes puissances, notamment États-Unis et Russie, s'occuperont de discuter avec les Éthiopiens et les Égyptiens. Je ne suis pas du tout sûr que tout ce monde se mette d'accord, mais je ne crois pas à l'imminence, en tout cas, de la construction d'un barrage. Il y a l'annonce, et puis après la réalisation, je pense que dans 10 ans, on en parlera encore. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez, je crois, écouter en différé cet exposé et nous nous retrouvons dans 15 jours, 2 semaines, sur l'Ukraine. Et comme vous vous en doutez, on est au cœur de l'actualité et donc on va avoir beaucoup de choses fort intéressantes à se dire sur l'Ukraine. Un grand merci pour votre fidélité et donc à dans 15 jours. Au revoir.